À chaque fois qu'il y a un nouveau ministre, il y a un nouveau plan de prévention. C'est une espèce de serpent de mer qui est mal fagoté en France depuis toujours. Le système de santé en France, il est construit d'abord sur des hôpitaux de qualité. Ça, c'est la réforme de 1958 avec l'arrivée des CHU, qui sont des hôpitaux importants dans chaque région, dans lesquels on peut aller en toute sécurité. C'est encore vrai aujourd'hui, ça reste aujourd'hui l'idéal, le CHU. Et du coup, tout s'est centré sur la prise en charge et le soin. Et on a oublié la prévention. Et la prévention, ça ne se fait pas qu'avec des mots. Ça se fait aussi avec des moyens. Et aujourd'hui, les moyens de la prévention, c'est quelques pourcents, 3, 4, 5% maximum, des 200 milliards que coûte la santé en France. Et tout le sujet, c'est non pas l'orientation de ces quelques pourcents, c'est une véritable vision de la prévention. Cette présentation-là de 2018, je la trouve intelligente. Il y a du fond. Par contre, je ne suis pas sûr qu'il y ait suffisamment de moyens mis en place. On n'a pas suffisamment de certitude que derrière les mots, qui sont de bonne qualité, les idées, qui sont intelligentes, on ait les moyens de réellement changer le cours des choses. Et changer le cours des choses, c'est quoi? C'est faire prendre conscience à l'ensemble de la population, mais pas quand elle a 40 ans, dès le départ. Donc il faut initier ça dès le début et à l'école, jusqu'à la fin de vie, qu'il y a des véritables sujets de prévention pour éviter de tomber malade ou plus malade qu'on est déjà. Moi, je ne fais pas de procès d'intention. Je dis que l'objectif est évidemment louable, que la présentation me paraît intéressante. J'attends de voir ce que ça va donner, évidemment. Si dans 2 ans, on est toujours à 2 ou 3% de dépenses et que les fonds consacrés à la prévention se limitent à quelques jolis mots et que quelques belles phrases, eh bien, je serai les premiers à le dénoncer. La situation dans nos hôpitaux est inadmissible. C'est pas la France. C'est juste pas la France. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Il y a une dizaine d'années, 15 ans, on est passé d'un financement dit au budget global, c'est-à-dire une enveloppe qu'on donne à l'hôpital un tel, et il se débrouille avec. Et évidemment, on ne savait pas trop ce qu'il en faisait, et puis surtout, lorsqu'il arrivait au mois de septembre-octobre, où il voyait qu'il allait être ric-rac, eh bien, il reportait les opérations au mois de janvier. Donc, on se retrouvait avec des listes d'attente, c'était pas bon. Et Jean-François Mattei, quand il est arrivé en 2005, a voulu le basculement à la tarification à l'activité. Ce qui était déjà le cas dans les cliniques. Hein. Rappelons quand même que les cliniques sont à l'activité et à l'acte depuis toujours. Et qu'on n'a pas le feu dans les cliniques aujourd'hui. En tout cas, pas autant qu'à l'hôpital. Alors, il y a des raisons. C'est que l'hôpital a des missions que n'ont pas les cliniques, et surtout, il ne choisit pas ses malades, il ne choisit pas non plus les spécialités. Et que, à partir du moment où vous avez une tarification à l'activité, on va tout compter, y compris le morceau de coton qu'on va utiliser. On arrive à du délire total. Ce délire total, c'est que dans la mesure où on compte tout et que on n'arrête pas de faire des soins les uns derrière les autres, pour évidemment prendre en charge le malade, eh ben, il y a des choses qu'on oublie de compter. Et donc l'hôpital se retrouve dans le rouge, bien souvent parce qu'il a oublié de prendre en compte un certain nombre d'actes qui pour autant ont bien été faits sur la personne. Et donc l'hôpital est obligé d'embaucher des professionnels de cette comptabilité qui vont retracer toute l'histoire par exemple, de M. Serretti et dire, est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose? Ah ben tiens, là, on n'a pas la perfusion qu'on a posée le mardi 22 février, on l'a pas comptée. Donc on va la refacturer à la Sécu. Et du coup, on récupère de l'argent, ça en coûte, parce que évidemment, il faut employer des personnes ou des entreprises spécialisées, et finalement, derrière,
les médecins, les soignants perdent complètement le sens de leur engagement. On ne regarde pas du tout le résultat clinique, le résultat sur le malade. On s'intéresse simplement aux actes qui ont été faits. Si c'est bien, tant mieux. Si c'est pas bien, à la limite, si le malade revient 48 heures après être sorti, on refait passer à la caisse l'assurance maladie. On est tombé sur la tête. Et là, c'est pas moi qui le dis, ce sont les professionnels eux-mêmes, et les malades le voient bien. Ils voient bien que les professionnels sont dans le stress total. En plus, on donne des objectifs, un peu comme comme une entreprise. C'est-à-dire qu'un commercial dans une entreprise, on va lui dire qu'il vend des cuisinières, sur ton secteur, cette année, tu dois faire 300 cuisinières. Eh bien, le chirurgien dans l'hôpital, on va lui dire, cette année, tu dois faire 300 prothèses de hanche, autrement, l'ARS va nous fermer le service. D'où la question que pose aujourd'hui, enfin, un ministre de la Santé, parce que probablement, contrairement à la précédente, elle connaît bien l'hôpital, parce qu'elle y a travaillé pendant 30 ans, elle pose la question de la pertinence des soins. Jusqu'à présent, on s'est battu sur la qualité et la sécurité des soins. Mais à quoi ça sert un soin de qualité s'il n'est pas nécessaire? On a aussi des usines à opérer qui opèrent parce que c'est rentable et on opère beaucoup, beaucoup trop. Donc, le travail qui est actuellement en chantier, c'est de pouvoir cartographier, grâce au numérique, sans numérique, on ne sait rien faire. Grâce au numérique, la pertinence de l'ensemble des prises en charge sur le territoire. C'est extrêmement ambitieux. C'est possible d'être fait grâce au numérique, à l'intelligence artificielle et au big data, c'est-à-dire que les bases de données de l'ensemble des hôpitaux, de l'assurance maladie, vont pouvoir être regardées par des logiciels et des spécifiques pour pouvoir déterminer si la prise en charge de telle personne à tel endroit a été conforme au schéma directeur qui a été fixé par qui? Pas par l'assurance maladie, par les pairs, c'est-à-dire par les sociétés savantes qui ont déterminé que pour poser une prothèse de hanche à un homme de 60 ans qui n'est pas diabétique, qui n'a pas d'autres problèmes que celui-ci, eh bien, ça doit coûter tant, ça doit prendre tant, et on doit avoir un retour à la vie, et ça, j'y insiste, au bout de, mettons, 4 mois. Donc, il s'agit bien, aujourd'hui, non plus de regarder l'organe malade uniquement, mais de prendre en compte le malade entre son entrée dans la maladie et sa sortie. Et de voir si son parcours est conforme à ce qu'on pouvait en attendre. Et s'il n'est pas conforme, de regarder pourquoi. Est-ce que la conformité, la non-conformité est liée à l'état antérieur du patient? La réponse normalement est non, puisqu'on devrait l'avoir dans les données du dossier. Donc, si ce n'est pas le cas, ça veut dire que c'est une mauvaise prise en charge. Et on va s'apercevoir que, bien souvent, c'est parce que le malade, sa prothèse a été bien posée, simplement derrière, il est parti en rééducation, l'hôpital s'en est peu soucié, la rééducation a été mal faite, il n'est jamais revenu, on ne s'est pas intéressé à lui, il est juste parti de l'hôpital, aujourd'hui c'est ce qui se passe, il ne m'intéresse plus parce qu'il ne rapporte plus rien. Si demain, le fait qu'il se remette rapidement et bien dans les 4 mois, et que ça dépend aussi de l'argent que je vais recevoir de l'assurance maladie, tout d'un coup, mon intérêt à agir, ça va être, en tant que directeur d'hôpital, de m'intéresser au devenir des patients qui sortent de chez moi. Il faut modifier l'intérêt à agir. Il faut que l'intérêt à agir soit centré sur le patient, sur la vie du patient et non plus sur la vie de l'organe.